Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Jean-Hervé Lorenzi et Hélène Xuan de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de prendre connaissance de ces résultats de cette enquête, de cette grande enquête internationale qui est absolument fascinante et qui donne pour la première fois des résultats, des données qui sont des perspectives tout à fait nouvelles sur les transferts et avec dans une vision intégrant les aspects publics et privés, ce qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, et d'une façon synthétique et une envergure jamais connue dans les enquêtes. Donc je trouve ça absolument passionnant et je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'exploitation supplémentaire à faire. Je ne sais pas s'il peut y avoir des exploitations par catégorie, puisque c'est par âge. Donc ça élimine la question. On peut pas faire par catégorie, puisqu'on peut pas prendre on peut pas sélectionner des catégories sociales à l'intérieur des âges, puisqu'on crée la réponse avant d'avoir je crois que c'est difficile. C'est dommage, parce que là, donc, on a des moyennes par âge, qui écrase un peu toutes les différences. Mais c'est alors ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est comment vous avez montré que finalement les inégalités entre les âges et aussi entre les générations, d'une génération à l'autre, sont beaucoup moins importantes que ce que l'on disait et que ce que l'on croyait. On entendait trop souvent ces derniers temps que les inégalités entre les âges et entre les générations avaient supplanté les inégalités sociales. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. On sait très bien que par ailleurs, les inégalités sociales ont augmenté, les inégalités de patrimoine ont augmenté, et on voit ces consommations qui sont à peu près égales entre les différents âges, ce qui signifie que les transferts privés, c'est-à-dire que les cohortes ne sont pas constituées d'individus isolés les uns des autres. Ce sont des individus liés par filiation. On a parlé d'ailleurs des échanges entre générations et des liens entre générations comme des ponts entre cohortes. On ne peut pas considérer les cohortes comme des individus isolés. Ce sont des familles, ce sont constituées de familles avec des gens de différents âges. Et donc au sein de ces familles, il y a tendance à l'égalisation des niveaux de consommation et des modes de vie qui se traduit dans vos résultats et qui montre que les transferts privés ont une puissance beaucoup plus importante encore que ce que l'on pensait. Et je trouve que ça, c'est un résultat extrêmement important. Mais évidemment, il reste vous l'avez évoqué, vous n'avez pas pu le traiter, il reste ces inégalités au sein des cohortes, ces inégalités intragénérationnelles et les inégalités sociales. Et les travaux qui ont été faits à ce sujet ont montré qu'il y avait de fortes inégalités aussi dans les échanges et dans les transferts privés entre générations. Non seulement des fortes inégalités, évidemment, les plus favorisés peuvent transférer davantage, mais aussi une transmission des inégalités. D'une génération à l'autre, les inégalités se reproduisent, en particulier quand il y a du patrimoine. Ça, c'est un travail que j'avais fait avec François-Charles Wolff, qui fait partie de votre équipe et avec qui j'ai eu toujours beaucoup de bonheur à travailler. Et donc, cette question de la transmission des inégalités d'une génération à l'autre a été, elle a été prouvée aussi dans beaucoup d'enquêtes internationales. Et le déterminant principal, c'est le patrimoine de cette transmission des inégalités qui fait que ça se traduit, ça reste un peu puissant d'une génération à l'autre. Et donc, il faudrait évidemment avoir les moyens de penser ces formes de transfert au sein de ces inégalités. Et je pense que avec les données que vous avez, vous pourrez arriver à apporter des éléments nouveaux. Alors, il y a en particulier des interactions entre les transferts publics et les transferts privés. Donc, les travaux précédents ont montré que le développement des transferts publics, le développement des retraites a permis que se développent aussi des transferts privés dans le sens inverse
des transferts publics, c'est-à-dire que les retraités qui autrefois étaient aidés par les jeunes et par leurs enfants, se sont, grâce aux pensions de retraite et grâce à une certaine autonomie, ont pu aider leurs enfants et leurs petits-enfants, et en particulier les jeunes, à faire des études. Donc il y a eu une inversion des transferts, de la direction des transferts. Et dans les travaux que nous avons faits sur les populations immigrées vivant en France, pour les populations immigrées qui viennent de pays dans lesquels il n'y a pas de système de retraite développé, on a observé que le transfert allait plus vers les parents âgés, restés au pays, que vers les enfants. C'est-à-dire que la direction des transferts se faisait selon le modèle antérieur au développement de la protection sociale pour les populations immigrées vivant actuellement en France, et venant de pays du Maghreb, d'Afrique. Et donc, si on observait un reflux de la protection sociale, une diminution des retraites, ou le passage d'un système public à un système d'assurance privée fondé sur l'épargne privée, est-ce qu'on ne verrait pas aussi, la question se pose, est-ce qu'on ne verrait pas cette inversion des transferts et le retour à une phase antérieure, puisque les individus devraient épargner pour eux-mêmes pour leur retraite et n'utiliseraient moins leur épargne pour aider les plus jeunes. Donc ça c'est une question à poser lorsque l'on réfléchit sur les systèmes de retraite et sur le passage d'un système géré par l'État à ce qui est un système mixte ou un système qui serait davantage fondé sur la responsabilité individuelle et l'épargne individuelle. Mais bon, ce n'est pas la question que je vais traiter. Ce que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est d'autres formes de transferts, parce que les transferts ne concernent pas que les échanges financiers, que les échanges matériels, que les échanges de logement, mais aussi les échanges en temps et le care et toutes les aides qui sont apportées d'une génération à l'autre ou au sein même d'une même génération entre les membres de la famille et l'entourage, et qui sont difficiles à comptabiliser, et je pense que vous ne les avez pas du tout pris en compte parce que c'est une activité économique importante, mais qu'on ne peut pas mesurer. Je ne sais pas si vous l'avez pris en compte. Si, donc on a fait tout un travail sur, justement, à partir de l'enquête emploi du temps. Et donc, justement, on est capable, à l'intérieur d'un ménage, de savoir qui est producteur de temps, d'une certaine manière, producteur de tâches domestiques, et qui est consommateur. Donc, le cas typique, c'est l'adulte qui change son enfant. Donc, pour lui, c'est de la production de temps domestique, et l'enfant va être consommateur de ce temps domestique, et ça c'est un transfert. Oui. Donc, ça nous permet de... Oui, bien sûr. Est-ce que vous l'avez pris en compte dans les graphiques que vous nous avez montrés? Non, pas dans ces alors, graphiques. C'est pas dans ces graphiques. Voilà. Oui, alors, donc il y a autre chose, c'est ça, sur la consommation. Voilà. Et sur... Donc alors, lorsqu'on fait ça, nous on le faisait parce qu'on avait une décomposition par sexe, donc on faisait les hommes et les femmes, et donc on s'était dit finalement les résultats seraient un petit peu bêta, et donc on voulait justement prendre en compte les transferts en temps, et notamment les transferts en temps des femmes vers les hommes, pour essayer de voir si ça compensait. Et ce qu'on a trouvé, c'est que finalement ça crée beaucoup plus une inégalité entre les générations, parce que les retraités ont non seulement ce niveau de vie qui est relativement bon, mais en plus un temps qui est très élevé, beaucoup plus élevé que les actifs, et donc on produit énormément de biens domestiques. D'accord ? Donc d'une certaine manière, si on prend en compte le temps et la production de temps domestique, les inégalités entre les générations sont très accrues. Très accrues. Oui, alors ça, ce serait intéressant. Voilà. Donc on attend avec beaucoup d'intérêt et d'impatience vos résultats là-dessus. Bon, donc moi je vais en parler un peu à partir des données qui existent. Hein. Je n'ai pas de nouvelles enquêtes. Et répondre un peu à la question qui m'a été posée. Quel modèle social pour les générations actuelles ? Alors, il faut rappeler le contexte socio-économique des générations actuelles, la montée de la vulnérabilité, c'est sur quoi je vais surtout insister, de la précarité, de l'incertitude face à l'avenir, la crise du marché du travail, avec l'augmentation évidemment du chômage, la crise du logement et des banlieues, des services publics,
ce qui apparaît aussi comme un développement des inégalités sociales et des inégalités du patrimoine qui ont atteint un niveau historiquement inédit. Et l'apparition de nouvelles catégories populaires qui sont des catégories un peu marginalisées dans des nouvelles inégalités. Alors vous avez évoqué, c'est Jean-Hervé Lorenzi qui a évoqué la question de transformation des marchés du travail, et évidemment qui crée une nouvelle forme de précarité. Donc ça, il faudrait, c'est à développer plus longuement. Il y a plus la classe ouvrière organisée avec ses protections spécifiques, mais il y a une précarisation de petits jobs, de boulot, et qui crée des formes d'inégalité qui sont en train de transformer la structure sociale. Et ce qu'on pensait qu'il y avait le développement d'une classe moyenne importante dans la société, cette idée est battue en brèche avec une segmentation, une diversification des différentes catégories sociales, et toute une partie de la population qui échappe, enfin dont Robert Castel parlait de désaffiliation, qui échappe à des recours, à des avantages sociaux que peuvent avoir qui peuvent être offerts. Donc, et lui-même, Robert Castel, a parlé du retour éventuel. Y a-t-il un retour de l'insécurité sociale? Donc, dans toute l'histoire sociale, l'insécurité sociale était le lot des classes populaires pendant des siècles, et jusqu'au développement de la sécurité sociale, c'est-à-dire cette impossibilité de sécuriser l'avenir, cette non-maîtrise des conditions pour sécuriser l'avenir. Et est-ce que on assiste au retour de l'insécurité sociale qui touche surtout les jeunes? Alors, je vais me rapporter à des sources surtout sur la santé. Les données du rapport de la CNSA 2011 montrent l'importance des vulnérabilités, et ces vulnérabilités qui concernent les personnes de tous âges. Et donc c'est important de prendre la mesure de ces vulnérabilités et de ces besoins pour voir aussi la mesure des aides, et des aides en temps qui sont apportées au sein des familles et entre générations. Et donc bon, là je vais pas aller citer tous les chiffres qui sont assez lourds. Les allocataires de l'allocation d'adultes handicapés, encore que beaucoup de ceux qui auraient droit ne l'aperçoivent pas. Donc il faut imaginer qu'il y a encore beaucoup plus de personnes qui en relèvent. La reconnaissance administrative du handicap pour 1,8 million de personnes, 2 millions de personnes à mobilité réduite, 30% de déficience motrice d'origine accidentelle, 4,5 millions de personnes atteintes de déficience auditive. La hausse problématique des problèmes de santé mentale et des données récentes que j'ai entendues aujourd'hui montrent que, en particulier chez les jeunes et chez les adolescents, la dépression atteint des proportions importantes et une des premières causes de difficultés, et l'explosion des maladies chroniques. Alors ça va avec le vieillissement de la population, ça va avec l'allongement de la vie, mais c'est payé aussi par des dizaines de millions de personnes en situation de chronicité et qui ont besoin d'aide. Donc et 28 millions de personnes reçoivent un traitement périodique. Donc ça représente donc une masse importante. Et ces personnes qui sont en vulnérabilité, elles reçoivent évidemment des aides publiques, certaines, pas toutes, mais elles reçoivent surtout. Alors, ce qui est intéressant dans les questions de care et de tous les services en temps, c'est de constater que les politiques publiques ne peuvent avoir de portée que s'il y a un entourage. Que s'il y a un entourage qui le relaie auprès de la personne en difficulté. Une personne en difficulté seule ne peut pas recevoir les aides, même s'il est très rare que les professionnels agissent seuls sans être en interaction avec des membres de l'entourage. Donc finalement, la question de vulnérabilité, de handicap est gérée
en premier, et de loin en premier, par l'entourage, par la famille, dans le cadre de ces solidarités familiales. Donc des enquêtes, donc un sondage a montré que plus de 68% des Français soit s'occupent d'un proche gravement malade, soit se sont déjà occupés par le passé. 49% des Français, près de la moitié, sont déjà occupés d'une personne en perte d'autonomie, peu différent des personnes gravement malades. Et parmi ceux, alors on les appelle les aidants maintenant, puisque ça devient une catégorie d'action publique, près de la moitié sont en activité professionnelle. Donc toute la question de la conciliation du travail avec l'aide, comme il y a, de même que la conciliation du travail avec l'éducation des enfants, se pose et est loin d'être résolue. On commence seulement à la poser. Alors, qu'est-ce que ça représente comme aide financière théorique puisqu'ils sont bénévoles, les aidants sont par définition bénévoles. Alors je prends ces chiffres que j'ai repris d'un travail de Serge Guérin. C'est les 8 millions d'aidants représenteraient 164 milliards par an. Bon. Et au Royaume-Uni, des calculs du même type l'évaluent à 150 milliards et aux USA 450 milliards. Bon, je pense que là, on peut toujours discuter. Il y a plusieurs façons d'évaluer ce que représente économiquement, ce que représentent les dents, s'il était fait par des aides professionnelles qui seraient rémunérées et de faire des calculs. Et les motivations déclarées par les aidants sont liens affectifs, sens du devoir, refus parfois de déléguer à d'autres et sentiment d'avoir à faire face aux problèmes. Alors, qui sont ces aidants? Il y a une majorité de femmes, mais il y a aussi des hommes, puisqu'il y a 57% de femmes. Ce sont souvent les conjoints, les parents, dont en particulier la mère, les enfants, dont plus souvent la fille, mais pas seulement la famille, il y a aussi les amis, voisins et autres proches. Et parmi les jeunes, 82%, parmi les moins de 25 ans, 82% sont aidés par la mère, 6% par le père, donc la différence des genres est très importante là. Avant 60 ans, 15% par la mère et 2% par le père. Voilà. Et après, pour les plus âgés, on sait que ce sont les conjoints et les enfants, dont principalement les filles. L'âge des aidants, là, c'est intéressant de voir que les aides, vous disiez, les aides apportées, plus de la moitié des aidants ont plus de 50 ans. Donc 56-57% des aidants ont plus de 50 ans. Et le tiers ont plus de 60 ans. Donc en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, l'aide est particulièrement intensive, plus de 6 heures par jour de la part des conjoints et des enfants qui sont les premiers aidants. Alors, ceci pose la question des nouveaux modèles familiaux et de la capacité de la famille à prendre en charge ces aides et ces types de transferts. Il y a, je ne vais pas développer ça, mais tous les travaux sur la famille montrent l'évolution, la transformation des modèles familiaux, avec une diversité de relations entre le modèle le plus traditionnel, qu'on peut appeler le familialisme, et qui est en perte de vitesse, qui est en déclin, et le modèle d'une plus grande autonomie entre les membres de la famille, où c'est plus les liens sont plus basés sur l'émotionnel, il y a plutôt une interdépendance émotive qu'une interdépendance instrumentale d'entraide matérielle. Donc ce modèle est autonomiste, donc d'après un certain nombre d'études, sont caractérisés par la négociation entre les membres et le libre choix. L'aide procède d'un don, d'un choix personnel. C'est moins une obligation que dans le modèle familialiste, que dans le modèle traditionnel, et le lien vise plus la relation entre les membres de la famille sont plus de l'ordre du lien
que du bien. Et on observe une certaine réticence, en particulier chez les plus âgés, à peser sur l'entourage et à faire appel à l'entourage. Et ça, c'est particulièrement vrai dans la génération des baby-boomers, qui ont une autre relation à leurs enfants, une autre relation, une autre conception de la famille, et certaine réticence à recevoir des aides de la part des enfants, une préférence à avoir recours à des professionnels. Et en plus, l'autonomie dans la société actuelle, l'autonomie devient une valeur importante. L'injonction d'être autonome et l'injonction de se débrouiller par soi-même, surtout entre générations, se développe, et la dépendance est dépréciée, facteur d'exclusion. Donc la question se pose de la façon de concilier les nouveaux modèles familiaux avec ce rôle d'acteur de la société du care. On peut parler d'une société du care dans la mesure où cette fonction devient aussi importante, et où il serait important qu'elle soit prise en compte dans les nouvelles formes d'État social et dans l'évolution du welfare state. Donc le problème, alors qu'on constate au contraire un recul des investissements publics et un appel accru aux solidarités familiales qui sont amenées à pallier les manques, ce qui risque d'amener une solidarité plus obligée que choisie. Voilà, et les différentes enquêtes, les enquêtes comparatives montrent que les personnes âgées, de plus en plus, ont tendance à préférer le recours aux professionnels qu'à peser sur leur entourage. Et d'autre part, il y a cette question qu'il faut traiter de la conciliation entre le rôle d'aidant et l'activité professionnelle. Donc, il se développe de plus en plus dans la société des réseaux, des associations qui regroupent les familles, ou qui regroupent les personnes qui ont le même type de problème, qui créent des liens de solidarité entre des personnes qui se retrouvent dans des situations semblables, et qui peuvent peser pour recevoir des aides publiques et des avantages sociaux. Et d'ailleurs, pour la première fois un projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, il y a des mesures visant les aidants, avec des propositions de mesures visant les aidants, avec des possibilités d'avantages sociaux, d'aides financières, et de prendre en compte, c'est-à-dire une légitimation, une reconnaissance sociale de ce rôle, et des aides publiques qui sont orientées vers ces personnes qui jouent un rôle absolument indispensable dans la question de la vulnérabilité. Alors, est-ce que les nouvelles solidarités doivent prendre en compte cette société du care? Qu'est-ce qu'on appelle le care? Alors les définitions, je reprends les définitions. Il y a plusieurs définitions. On n'a pas en anglais, mais on n'a pas les mêmes termes en français. Se soucier de quelqu'un, prendre soin, soigner ou être objet de soin. Et le care renvoie à une éthique du lien et de la relation. Il implique l'attention à autrui, la responsabilité vis-à-vis d'autrui. Donc, une société du care, c'est une société qui doit viser une autre forme de cohésion sociale, un autre type de relation entre les personnes qui ont des difficultés, privilégier l'entraide entre personnes vivant la même situation, et lutter contre les phénomènes d'exclusion qui sont trop nombreux actuellement à l'égard des handicapés et des personnes malades. Voilà, alors donc ça pose la question de repenser l'État social. Puisque j'ai des questions, je n'ai pas de réponse. L'État social ne s'adresse pas seulement à l'individu, et il s'adresse à l'entourage. C'est-à-dire que c'est un contrat, il faut repenser le contrat social entre
les individus, la famille, l'entourage et la société, et favoriser d'autres formes de relations qui prennent en compte toutes ces formes de vulnérabilité et produire une société assurantielle, selon le terme de François Ewald, qui couvrirait à la fois les individus, les ayants droit et les aidants, c'est-à-dire le groupe social, avec une prise de conscience du rôle important de la famille, de ces transferts que vous avez mis en évidence et des solidarités. Et en même temps, dans les transformations de l'État social, il faut répondre à l'exigence accrue de justice sociale, alors qu'on va dans vers une aggravation des inégalités, l'exigence accrue des jeunes, de développement de ce que Amartya Sen appelle les capacités, c'est-à-dire la capacité de choisir sa vie, de maîtriser sa vie, pas seulement d'avoir des compétences, mais d'avoir un environnement qui permet de réaliser et d'être créatif. Voilà, alors ce sont des grandes questions qui nous interpellent tous et que je vous soumets.